Bonsoir, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur France 3 Île-de-France pour ce premier grand débat des élections législatives. France 3, seule chaîne, je le souligne, à vous proposer ce rendez-vous démocratique, une émission enregistrée cet après-midi, mais dans les conditions du direct. Alors nous allons passer une heure ensemble avec deux grands thèmes, deux thèmes au cœur des préoccupations des Franciliens, la sécurité et le logement. Et pour en débattre, Jean-Jacques, ce soir, nous avons 5 invités. Absolument, nous avons Francine Bavet, bonsoir, pour Europe Écologie Les Verts. Vous êtes ancienne vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France, candidate dans la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, c'est-à-dire Châtillon-Clamart. En face de vous... et le Plessis-Robinson. Merci de la précision. En face de vous, Marie-Christine Arnautu, vous êtes là pour le Front National, vice-présidente du Front National. Vous êtes candidate dans la 6e circonscription de Seine-et-Marne, c'est-à-dire la ville de Meaux. En face de vous, Malek Bouti, vous êtes là pour le Parti Socialiste. Vous êtes ancien président de SOS Racisme et candidat dans la 10e circonscription de l'Essonne, c'est-à-dire Sainte-Geneviève-des-Bois et quelques autres communes autour. En face de vous, Henri Guénaud pour l'UMP, ancien conseiller spécial du président de la République, candidat dans la 3e circonscription des Yvelines, c'est-à-dire le Chênay et quelques communes autour. Voilà. Et en face de vous, Patrick Braouzek pour le Front de Gauche, président de Pleine Commune. Vous êtes candidat dans la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire Saint-Denis et quelques communes autour. Pierre-Philippe Villetaneuse, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'être avec nous sur ce plateau. Je vous signale que nous serons les garants de l'équilibre, de l'égalité de temps de parole entre vous. Et je vous signale que vous aurez à la fin quelques secondes pour pouvoir donner votre mot de conclusion. Alors dans 5 jours, dimanche, les électeurs franciliens sont appelés à retourner aux urnes, cette fois pour élire leurs députés. Un mois après la présidentielle, sont-ils prêts à retourner voter? Qu'attendent-ils de cette élection? Nous leur avons posé la question, regardez. Alors Henri Guénaud, on va commencer avec vous. Hier soir, lors d'un meeting à Boulogne, François Fillon a lancé un appel aux abstentionnistes, mais aussi à ceux qui ont exprimé, je cite, un vote rude à la présidentielle. C'est un appel clair à ceux qui ont voté FN? Mais c'est un appel à tous les électeurs, évidemment aussi à ceux qui ont voté pour le Front National. Je veux dire que quand on fait campagne, on s'adresse à tous les électeurs et le but est d'en ramener le plus possible vers soi. Je pense que tous les autres candidats font exactement la même chose. Et oui, si la droite et le centre ne sont pas capables de parler à ce que j'ai appelé moi souvent cette France du non, c'est-à-dire la France ultra-majoritaire de tous ceux qui se sentent dépossédés de leur existence et de leur destin, eh bien le Front National prospérera et puis d'autres partis aussi. Oui, le but c'est de parler à tout cela et de les ramener dans un vote qui nous paraît plus conforme à nos valeurs. Voilà. Malek Bouti, on a entendu dans le reportage là dire finalement un président de gauche, ça serait normal, une assemblée de gauche. Or, on s'aperçoit que les sondages là sont convergents, une abstention de 40% avec des gens un peu hésitants. Est-ce que les Français sont bien conscients de l'enjeu de ces élections législatives? Oui, je crois qu'il y a quand même une bonne compréhension de l'enjeu des élections législatives. J'appelle à beaucoup de prudence les observateurs. Je me rappelle que quelques semaines avant le premier tour de la présidentielle, on parlait d'une campagne ennuyeuse. Et il s'avère que c'est une campagne qui a eu un très fort taux de participation et qui a eu un intérêt politique extrêmement puissant. Donc je pense que les électeurs savent de quoi il s'agit, l'élection législative. Je crois quand même que la tendance générale qui est en train de se dessiner, c'est de donner sa chance à François Hollande, au gouvernement, à sa majorité. Les Français, je ne crois pas, ne sont pas dans une optique de cohabitation ou de revanche. Il y a une cohérence politique qui est en train de s'installer, qui est aussi institutionnelle. Et je crois qu'il y a aussi le désir de laisser sa chance à la gauche de faire ses preuves au gouvernement désormais. Donc on sent sur le terrain que quelque chose est en train de prendre et qu'une cohérence politique est en train de s'installer chez les électeurs. Christine Arnautu, par rapport à ce débat et sur le rôle que va jouer le Front National dans cette élection législative? Moi, je suis très inquiète de ce que vient de dire M. Guénaud, parce qu'il a redit, oui, on s'est adressé aux électeurs du Front National pour les ramener dans ce qui est nos valeurs. Il faudra un jour quand même qu'on ait ce débat sur ces histoires de valeurs. François Fillon, hier, a dit qu'il ne devait pas se tromper. Oui, c'est ça, voilà, il faut les remettre dans le droit chemin parce que finalement, ce sont d'affreux délinquants quand ils votent Front National. Sauf qu'il y a quand même un problème. Parce que vous adressez beaucoup aux électeurs du Front National, effectivement, pendant les campagnes électorales, et puis après, vous les délaissez. Alors, c'est quoi les valeurs du Front National? Est-ce que vous êtes contre la souveraineté nationale? Est-ce que vous êtes contre la défense de la laïcité? Est-ce que vous êtes contre le maintien de la sécurité? Voilà, ça, ce sont quelques valeurs du Front National. Alors, moi, je crois surtout que cette élection va être extrêmement importante
Parce qu'une fois de plus, les 6,5 millions d'électeurs de Marine Le Pen, en quelque sorte, se font courtiser pendant une élection et puis après insulter. Ça suffit. Donc moi, je les appelle à une très forte participation les 10 et 17 juin. Patrick Braouzek, on voit bien que le Parti socialiste voudrait une majorité absolue du député, en tout cas avec les élus socialistes et peut-être les Verts avec qui il a passé un accord. Est-ce que votre enjeu, vous, c'est pas, pour le Front de gauche, de peser le plus possible et donc de vous rendre indispensable à la future majorité ? Oui, bien sûr, c'est l'objectif que l'on se fixe, mais pas pour être indispensable à la future majorité, pour être utile à la réussite de la gauche. Moi, je souhaite que la gauche réussisse. Et pour que la gauche réussisse, il faut qu'on fasse des vrais changements. Une parenthèse par rapport à ce qui vient d'être dit, les valeurs de laïcité et d'attachement à la sécurité ne sont pas des valeurs du Front National, ce sont des valeurs républicaines. Et pour notre part, on les fait nôtres. Donc on a effectivement un objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait un maximum des députés Front de gauche à l'Assemblée nationale, parce qu'on aura besoin d'eux pour peser dans les choix et pour être le relais aussi des luttes, à la fois des salariés et des habitants dans les quartiers, parce que le changement ne se fera pas sans lutte et sans action. Une question complémentaire, est-ce qu'il n'y a pas une relation de concurrence entre le Parti socialiste et le Front de gauche, même si ensemble vous gouvernerez après, pour qu'il y ait un rapport de force qui vous soit plus favorable? Bien sûr qu'à partir du moment où on part avec des candidats distincts, il y a bien sûr un combat tout à fait légitime et démocratique entre les candidats du Parti socialiste, des candidats d'Europe Écologie Les Verts, qui ne sont pas forcément d'ailleurs alliés au premier tour. Moi, j'ai un candidat de chacun de ces deux partis sur ma circonscription, et puis le Front de gauche. Mais rien ne serait pire que d'avoir une assemblée monocolore à gauche. On a besoin de rose, de rouge et de vert. Et justement, Francine Bavet, quelle place vous voulez occuper, vous, dans cette majorité, à côté du PS? Quel est l'enjeu pour vous de cette élection? Tout d'abord, nous souhaitons que le Premier ministre ait une véritable majorité pour prendre des décisions vers le changement. Mais nous souhaitons que cette majorité ait toute la diversité que représente la gauche. C'est-à-dire, nous voulons des élus écologistes, c'est la raison de l'Alliance, mais nous voulons aussi que les candidats autonomes puissent montrer leur utilité dans le débat démocratique, parce que je crois que c'est aussi une manière de donner un message à M. Fillon, il faut changer la loi électorale. Et quand je dis diversité, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une représentation féminine qui ne nous rende pas je dirais, honteux de notre petit arrangement démocratique à la française. Et donc, je crois que l'enjeu de cette élection, c'est de donner aux électeurs la possibilité de se prononcer vraiment pour un changement. Et je crois que, c'est ce que j'entends représenter pour que M. Fillon, Monsieur Ayrault est une majorité déterminée vers le changement. Donner une majorité au changement, donc c'est le thème du Parti socialiste, mais certains donc au PS plaident pour la cohérence politique, c'est-à-dire donner effectivement une majorité à la gauche, mais ça veut dire que la gauche concentrerait tous les pouvoirs. D'où l'appel à la cohabitation. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu là? C'est cohérence ou cohabitation? C'est ça le vrai enjeu. Les Français l'ont déjà vécu, la cohabitation. Oui. Donc, ils savent ce que c'est. Aujourd'hui, ils veulent, je crois, une vraie majorité parce qu'ils entendent que nous avons besoin de changement. Henri Guénaud. Moi, je voudrais faire trois remarques. D'abord, les électeurs n'appartiennent à personne. Deuxièmement, il n'y a pas d'électeurs de deuxième zone et de première zone auxquels il ne faudrait pas s'adresser. Il faut s'adresser à tous les électeurs et à tous les Français. Et enfin, s'agissant de la cohérence ou de la cohabitation, la cohabitation, c'est un choix que feront ou non les Français. Mais en période de crise, Henri Guénaud, on dit souvent que la cohabitation, c'est l'immobilisme. Est-ce que c'est souhaitable, vu la situation de la France aujourd'hui? À M. Bouty, à M. Braouzek et à Mme Bavet, si M. Jospin, ça a été l'immobilisme. Je veux dire que c'est ce choix que feront les Français. Il y a des élections, tout le monde se présente pour gagner, et si les Français choisissent une majorité parlementaire de la droite et du centre, eh bien, elle gouvernera. S'ils choisissent une majorité de gauche, eh bien, elle gouvernera aussi. La Ve République, c'est in fine un régime parlementaire.
C'est-à-dire c'est la majorité au Parlement qui décide du programme de gouvernement. C'est aux Français de choisir. Voilà, mais on ne va pas aller devant les électeurs en leur disant écoutez, ne votez surtout pas pour nous parce que la cohabitation, c'est pas bien, c'est absurde. Si les Français ont voulu François Hollande comme président, mais ne veulent pas son programme, eh bien ils voteront pour nous. Puis s'ils veulent qu'il applique son programme, ils voteront pour lui. Voilà, Malik Boutissy, la gauche, tout ça est d'une... à la majorité, Mais ne parlons pas à leur elle place. Voilà. concentrera tous les pouvoirs. Absolument L'Assemblée pas. nationale, le Sénat, les régions, les grandes villes, les départements, etc. On imagine ce que la gauche aurait pu dire sur ce sujet si ça avait été la droite dans la même situation. Non, j'imagine pas. Je pense que chaque élection a sa vérité et qu'il y aura des élections après ces élections. On est dans un pays démocratique. La gauche n'a pas tous les pouvoirs. C'est les Français qui décident à chaque étape à quel responsable politique ils donnent leur mandat d'élu. Et on aura dans 2 ans des élections municipales, il y aura des élections intermédiaires, et puis on retrouvera un jour des élections présidentielles. Donc je crois que c'est un argument qui n'a aucun sens. Quant à l'argument de la cohabitation, non seulement il me paraît incohérent, je veux dire, les gens n'ont pas voté, et ça renvoie au débat à l'interprétation qu'a la droite de la présidentielle, qui ne cesse d'expliquer que François Hollande est président par hasard. Ce qui est absolument faux. Je crois qu'il y a eu un débat démocratique extrêmement profond, qu'il y a eu un choix, et qui va trouver sa cohérence. Et surtout, il y a un grand problème pour la droite parlementaire. C'est qu'elle n'a aucun programme de gouvernement. Elle a d'ores et déjà perdu. D'ailleurs, elle n'a pas publié de programme au cas où elle l'emporterait. Donc, invoquer la cohabitation comme une possibilité, non seulement on voit bien que ce serait contradictoire face au choix des citoyens, mais la droite a d'ores et déjà, d'un certain point de vue, on le voit dans ses déclarations, pris le pli de l'opposition, et je la respecte comme opposition. Marie-Christine Arnautu, vous êtes un peu en retard. Pardon, vous êtes un peu en retard de temps de parole. Non, mais juste une remarque, parce que puisque c'est nous, très court. c'est l'UMP qui est concerné dans cette histoire. Si, pardon, il y a... J'ai dit la droite, pas l'UMP, monsieur. Oui, enfin, moi, j'aime pas. Moi, je reprends C'est vrai que l'UMP. l'UMP Voilà. est un peu à gauche, J'aime- vous avez raison. Oui, enfin, Bon. bon, ça m'intéresse pas la droite et la gauche. Ce qui m'intéresse, c'est ma Henri famille Guénaud, très politique et mes rapidement, parce que et vous mes êtes en idées. avance de temps de Mais, parole. oui, juste une remarque. Il n'y a pas de problème de gouvernement. Si, pardon, il y en a un. C'est celui qu'on a défendu pendant l'élection présidentielle. Voilà. c'est pris alors. Voilà. Parce que vous avez Mais déjà eu une mais réponse nous des verrons. Français. Marie-Christine Arnautu, Sinon, on s'il supprime vous les plaît. élections législatives. Justement, dans je ce vois pas. choix-là, Laissons les Français choisir. entre une cohérence et donc un gouvernement de gauche ou une cohabitation, le Front National, vous avez bien l'intention de peser entre le premier et le deuxième tour. Vous souhaitez quoi ? Bah écoutez, on souhaite le maximum d'élus du Rassemblement Bleu Marine à l'Assemblée, parce qu'il y a quand même un autre problème en France. Vous parlez beaucoup, vous tous, de valeurs, de république, etc. Sauf que 20% de l'électorat en France qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, ça ne dérange personne. Le vote rude, comme vous l'appelez, c'est quand même un vote de gens qui expriment clairement leur volonté. Et les élections législatives sont capitales puisqu'il s'agit par définition de pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'avec ce scrutin-là du 10 juin, il faut que la France puisse retrouver son pouvoir législatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la majorité des lois, 80%, qui ne sont que des transpositions des directives européennes. Et ça, croyez-moi, vous ne voulez peut-être pas l'entendre, mais les Français en ont assez. Ils ont envie de récupérer leur souveraineté législative. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y a autant d'abstention, voyez-vous. C'est parce que finalement, surtout après l'épisode du référendum sur la Constitution, ils ont l'impression qu'on ne prend absolument pas en compte leur vote. Est-ce que vous connaissez le chiffre de l'abstention à la base? Pardon, Patrick. Bah écoutez, je Patrick connais les Braun, juste une sondages, question monsieur, par rapport on au Front de est aux gauche. alentours de 58-60%. Est-ce que Les sondages. Et je trouve ça assez dommage. Est-ce que vous adhérerez, si le Parti Socialiste l'emporte, au programme du Parti Socialiste ou est-ce que vous voudrez l'infléchir Ah ben on voudra l'infléchir. en fonction de votre rapport de force? On avait effectivement un autre programme, et ce programme, il a toute sa justification. Il s'agira peut-être déjà au soir du premier tour, et en fonction des rapports de force, peut-être de réfléchir ensemble sur ce qui est possible de mettre en commun, sur ce qui peut être faire l'objet de convergence, et puis si on voit que les divergences sont trop fortes, on en prendra acte. Mais je serai, moi, un député qui visera toujours à faire en sorte que des choix qui sont profitables à l'ensemble de mes concitoyens puissent être pris à l'Assemblée nationale. Et puisqu'il n'ira pas dans le bon sens, eh bien, je m'y opposerai. Si on arrive sur un accord gouvernemental, on arrive à un accord gouvernemental. Si on n'arrive pas à un accord gouvernemental, moi, j'irai toujours dans le sens de l'intérêt des Français. Juste une petite chose. Moi, je fais confiance à l'intelligence des Français et des Françaises, et de tous les électeurs. Parce que je ne pense pas qu'ils aient intérêt, effectivement, à une cohabitation. Ils ont intérêt à avoir une majorité de gauche, mais une majorité de gauche avec toutes ses composantes. J'insiste parce que si on veut vraiment changer cette politique, il faudra qu'on aille un petit peu plus loin que le programme de François Hollande. Francine Bavet, vous voulez, l'Europe-Écologie Les Verts a déjà signé un accord avec le Parti Socialiste, mais est-ce que vous voulez l'infléchir encore, ce programme? En tant qu'élu,
nous dirons ce que nous avons à dire et ce que nous avons toujours dit depuis 25 ans. Donc il n'y aura pas de surprise. On le sait, nous pensons que le modèle, le système productif qui est dominant aujourd'hui est nocif à la fois pour la planète et pour nos concitoyens. Donc évidemment, on apportera, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'une alliance et de candidats autonomes, nous apporterons tout ce dont nous sommes porteurs, et je dis en toute liberté, dans l'intérêt général. Alors voilà pour le contexte. On va maintenant, si vous voulez bien, passer à notre première thématique, la sécurité. Nicolas Sarkozy en avait fait une priorité de son mandat. Le nouveau gouvernement veut marquer sa différence, tout en évitant les accusations de laxisme. On voit ça avec Claire Lacroix. Si la lutte contre les contrôles aux faciès, c'était un de vos combats quand vous étiez à SOS Racisme, ça passe très très mal auprès des policiers. D'abord, il ne faut pas le dire comme ça. Pour l'instant, quelques organisations syndicales policières ont émis des réserves. Mais je crois que on s'est un peu trompé dans l'interprétation de l'analyse et du travail qu'est en train de faire le ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce qu'on part quand même d'une situation d'échec. On ne part pas d'une situation où la réussite de la politique sécuritaire aurait eu tellement de réussite qu'on se demanderait ce que fait Manuel Valls à vouloir introduire des changements. Plus 40% en 5 ans d'agression sur les personnes, c'est un échec. Pourquoi ? Parce qu'il y a un mauvais diagnostic sur la violence, et surtout parce qu'on a réussi, je crois, involontairement, et ce n'est pas la faute des policiers, je pense que c'est l'état-major et les consignes qui ont été données, à force de faire plus de spectacles qu'un vrai travail de terrain, on a réussi à faire que les voyous sont comme des poissons dans l'eau dans les quartiers. Et ça, c'est anormal. Et donc cette mesure, il faut la voir sous un autre angle. C'est une manière, d'un certain point de vue, de concentrer l'action policière sur les voyous et non pas sur l'ensemble d'une population. C'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Il y a aussi une vertu qui consiste à reconcentrer l'action policière sur les noyaux durs de voyous. Est-ce que ça peut réconcilier l'opinion, les gens, les habitants des quartiers difficiles avec la police ? Vous savez, les histoires entre la population et la police en France, il suffit de connaître la culture française, les chansons, les écrits. Ça a toujours été des rapports passionnels. On aime la police quand elle vient vous en aide, on ne l'aime pas quand elle vous met un PV. Mais c'est pas très grave. Je veux dire, l'objectif du gouvernement, c'est pas la réconciliation de la population avec la police. C'est de donner de réels moyens pour que la police redevienne efficace sur le terrain. Je crois qu'on a beaucoup utilisé le thème de la sécurité en matière politicienne, mais on a très peu de résultats sur le terrain. C'est donc une réorientation de ce point de vue-là pour remettre la police au cœur de là où se trouvent les voyous. Henri Guénaud, c'est vous qui allez pouvoir répondre parce que vous êtes mis en cause là. Le gouvernement Juste une question à poser à Malek Bouti. Il dit on s'est trompé sur le diagnostic à propos de la violence. Alors c'est quoi le bon diagnostic sur la violence ? En quoi s'est-on trompé ? Le bon diagnostic à propos de la violence, c'est que vous vous êtes trompé dans le sens où il y avait une logique de territoire dans lequel se sont emparés un certain nombre de voyous que vous avez cernés au lieu d'aller au cœur de ces territoires. C'est-à-dire toutes les politiques policières, quand on les observe physiquement, pour ceux qui se promènent par exemple en Ile-de-France, la police est présente, fait des contrôles d'identité nécessaires dans les gares, sur les accès routiers, etc., mais pas au cœur des quartiers. Moi, dans ma circonscription, il y a un quartier où pour que la police rentre, il faut qu'il soit au moins 150. C'est quand même un problème. C'est-à-dire que vous avez échoué à aller au cœur de là où les voyous se développent. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas vu les causes profondes. Pour que vous soyez obligé de lui répondre. À égalité de temps de parole, c'est quand même important. Les causes profondes de ces délinquances et les nouvelles... Henri Guénaud, sur la décision d'un récépissé, à chaque fois qu'il y a un contrôle, est-ce que ça vous semble adaptable à la France, puisque ça se passe déjà en Angleterre ? Moi, je vois la gauche arriver en disant on a changé sur la sécurité, maintenant on est pour la sécurité, et puis toutes les mesures qui sont prises vont à l'inverse. Peut-être qu'on n'a sans doute pas tout réglé, et la violence est un problème difficile à combattre, c'est un problème multiforme, mais vous n'allez certainement pas faire progresser les choses en demandant aux policiers de donner des récépissés chaque fois qu'ils contrôlent quelqu'un. Vous savez, c'est pas écrit dessus voyou, c'est l'habitude des policiers de savoir qui sont les gens qui sont susceptibles éventuellement d'être des délinquants. Je pense pas que le récépissé va résoudre quoi que ce soit, et c'est un acte de défiance terrible vis-à-vis de la police républicaine. Voilà. Vous savez que c'est pris comme ça. Et c'est pas à votre honneur de caricaturer ce débat parce que je sais que vous avez une analyse un peu plus importante de ce sujet. Très en avance. Pardon. C'est pas grave. Patrick Braouzek, il y a un moment donné où Manuel Valls... Excusez-moi, mais
pas tout à fait terminé, juste sur la sécurité. Je trouve le symbole du récépissé, pardonnez-moi, très désagréable pour la République. Mais je rajouterai aussi autre chose. Vous ne pouvez pas dire je suis pour la sécurité et puis annoncer que vous allez relâcher tous les écrous du côté de la justice. Vous allez voir les rapports entre Monsieur Valls, qui est un vrai... Ça s'appelle un mensonge. Une question complémentaire, parce que... Ils vont relâcher S'il vous plaît, pas tous en même temps. Si je peux répondre à la question que voudrait me poser Jean-Jacques. Voilà, parce qu'il fut un temps où Manuel Valls, certains à gauche, y compris chez vous, lui demandaient mais qu'est-ce que vous faites encore au Parti socialiste ? En disant vous avez des positions qui sont tellement à droite. Ça a même été dit dans un débat télévisé pendant les primaires, où Arnaud Montebourg lui a dit mais qu'est-ce que tu fais encore ? Voilà. Donc est-ce que dans les mesures que prend Manuel Valls à l'heure actuelle, vous vous reconnaissez ? Pour le moment, vous savez, les mesures qu'il prend sont quand même des mesures assez marginales par rapport à la situation et la gravité de la situation. Ça fait 10 ans que la droite nous promet de régler les problèmes de sécurité et elles vont pas en s'améliorant, mais en s'aggravant. Et à ce sujet, il y a trois raisons. La première, c'est que tant qu'on ne réglera pas un grand nombre de questions sociales, et notamment les questions de l'emploi, ces questions de violence, parce que ce sont des violences, elles existeront. La deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui se priver de prévention par rapport à la délinquance, de prévention et de dissuasion. Et les derniers gouvernements ont vidé de plein de moyens tout ce qui était de la protection judiciaire à l'enfance, protection judiciaire à la jeunesse. Certains tribunaux, vous savez qu'il y a aujourd'hui des tribunaux qui mettent des fois 2 à 3 mois pour juger un acte de délinquance ou de violence. Donc il n'y a plus de rapport entre l'acte et puis la condamnation. Et puis la troisième chose, c'est avoir des sanctions, une répression tout à fait légitime, mais des sanctions adaptées. Des sanctions qui correspondent et qui fassent appel à l'intelligence de ceux qui sont concernés et les mettre en situation de réparation. Voilà. Je crois qu'on a là un sujet, et là je rejoins ce que disait Malek Bouti, le diagnostic est mal posé. Et on n'aurait tout intérêt ni à instrumentaliser cette question, ni à en faire quelque chose de réducteur. Marie-Christine Arnautu. Vous savez, il n'y a pas grand-chose de nouveau, parce que là, on nous parle d'un récépissé, mais souvenez-vous qu'à la suite des émeutes en 2005 dans les banlieues, tout contrôle d'identité a été supprimé dans les 700... ce qu'on appelle les zones urbaines sensibles, de façon politiquement correcte, mais qui ne sont ni plus ni moins des zones de non-droit. Et vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que j'étais candidate à Meaux. Eh bien, je vous prends l'exemple de la cité Beauval à Meaux, et pourtant, Dieu sait si le maire a fait des effets de manche avec la sécurité. Eh bien, je vous engage à aller regarder le commissariat de police ou l'antenne de police qui est à Beauval à Meaux. Elle est complètement barricadée et il est évident que la police ne peut rien faire. Ça pose Donc, moi, je crois... Juste, excusez-moi, mais ça pose vous quand même le problème... termine, s'il vous plaît. Oui, ça pose quand même le problème du rapport, la réconciliation nécessaire entre le peuple et sa police. Permettez-moi de terminer. Oui, mais je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur Barzec. Sauf que si vous voulez, ça existe. Si vous voulez la réconciliation du peuple avec la police, il faut déjà commencer par redonner une légitimité à la police. Voilà. Et par exemple, la présomption de légitime défense pour les policiers, je n'ai pas entendu M. Valls en parler, bien au contraire. Alors, vous savez, monsieur Cross, quand dans un État, on ne fait plus respecter le droit, ça équivaut à un État sans gouvernement. Donc il est largement temps, effectivement, de voir ce problème des cités, que M. Malek Bouti a d'ailleurs parfaitement exposé. Oui. Voilà. Alors, dans les quartiers dont vous parlez à l'instant, il y a un problème que tout le monde a identifié, c'est celui de la drogue, notamment du cannabis. Cécile Duflot, ce matin, Francine Bavet a fait une déclaration assez remarquée. Elle a de nouveau plaidé pour la dépénalisation du cannabis, alors que, justement, Manuel Valls et François Hollande ont clairement dit qu'ils étaient contre. Alors, ça montre bien que, finalement, il faut avoir un autre regard sur cette question. Et je crois que l'enjeu, c'est la confiance. Comment on rétablit la confiance dans des quartiers ? Et rétablir la confiance, c'est en effet redonner une légitimité à la police qui pourra se concentrer sur son activité. Vous savez que les policiers sont les premiers à se suicider. Donc, visiblement, ils font un métier qui est difficile pour eux. Et j'ai rencontré aussi des travailleurs sociaux, parmi lesquels il y a un haut niveau de suicide. Donc, l'enjeu, c'est bien de
d'avoir les actions économiques Oui, mais alors, qui attendez. permettront, j'y arrive, Oui. qui permettront de rétablir finalement la confiance dans les quartiers, donner aux gens qui y habitent l'impression voudrais vous- qu'ils sont des Français Attendez, à part je voudrais vous entière. poser une question. Et donc, Attendez, et il y a peut-être. un petit- Je voudrais vous poser quand même une question. Peut-être elle est peut-être très Je vous en politicienne, prie. mais est-ce qu'en disant ça ce matin, il n'y a pas une rupture de la solidarité Mais attendez, gouvernementale, j'arrive. puisqu'elle le justifie par une J'arrive à double cette casquette. question, si Elle est vous ministre, mais elle dit là, permettez. je parle en tant que secrétaire nationale Si vous d'Europe Écologie Les permettez, Verts. Je vais d'abord faire le lien Non, mais entre les petits là, trafiquants de cannabis et la elle n'est question de la plus confiance. seulement secrétaire nationale d'Europe Vous le Écologie Les savez, Verts. il faut se battre contre les trafics internationaux et notamment la traite des femmes, dont on ne D'accord, parle jamais, et qui est pourtant une véritable question d'insécurité pour les Parce que c'est femmes une dans le position monde entier. connue d'Europe Donc, Écologie Les Verts. Et donc, nous pensons, et nous le disons depuis 25 ans, que dépénaliser la consommation de cannabis, c'est finalement couper les racines des trafics. Est-ce qu'elle veut Et faire c'est pression? aussi, et Est-ce c'est que c'est aussi une provocation? permettre, j'y viens, Oui. et c'est aussi Non, permettre il n'est pas. de faire des politiques publiques de prévention. Alors- Parce que vous le savez, le cannabis, c'est une addiction comme une autre. Oui, mais vous répondez pas à la Consommer question. un peu, c'est pas gênant. Consommer trop, ça rend malade. Et maintenant, j'en viens à la position de ma secrétaire nationale, Oui. puisque Cécile Duflot est toujours ma secrétaire nationale et la nôtre. Oui. Eh bien, supposez que Madame Duflot ait pris une position qui ne soit pas la nôtre. Alors, qu'est-ce que vous m'auriez demandé? Elle n'était Je pas crois- obligée de dire je ça alors crois qu'elle est que- ministre. Mais par elle exemple. est ministre et Hein? elle est encore secrétaire nationale des Verts. Eh bien, j'espère que dans cette majorité gouvernementale, il se passera ce qui s'est passé dans notre majorité régionale. C'est-à-dire, nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous sommes capables de construire des décisions ensemble. Henri Guénaud, je vous voyais regarder ça en étant un peu D'abord, surpris. C'est une curieuse conception du gouvernement et de la République, mais c'est pas grave, ça concerne le gouvernement et la majorité présidentielle et le président de la République, qu'ils se débrouillent entre eux, nous verrons bien, mais ça promet. Je voudrais juste faire une remarque à M. Brouzek, qui a souvent des analyses sur la société, des diagnostics que je partage, mais là, il y a quelque chose, moi, qui me dérange profondément, c'est ce lien automatique qu'on fait entre la pauvreté, les difficultés économiques et puis la violence. Non, il n'y a pas de lien entre les deux. Je me refuse à en établir un. Chez les pauvres, et vous le savez très bien, on éduque souvent mieux ses enfants que chez les riches. On leur apprend pas Avec beaucoup plus de difficultés. Bien sûr, mais ça Non, fait mais pas. monsieur Attendez, Guénaud, attendez. ne me faites pas Non, dire non, ce non, que... mais je veux attendez. juste vous répondre. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que tant qu'il y aura 4,5 millions de chômeurs officiels, et donc sans doute 6 millions aujourd'hui de gens privés d'emploi, vous n'empêcherez pas qu'il y ait 1% d'entre eux qui trouvent des moyens qui ne sont pas des moyens légaux pour essayer de s'en sortir. Quand je dis 1%, ça correspond à peu près à la réalité. Et il y a effectivement, Pas tous les deux en même temps, s'il il y vous a plaît. effectivement 99% des permettez. gens qui essayent de s'en Si vous sortir permettez. honnêtement Voilà. dans les Si- plus si- grandes attendez, difficultés. si vous permettez. Monsieur, Non, non, j'ai un peu de retard. attendez, Monsieur une Guénaud, seconde. juste une seconde. Non, mais je- On a fait une politique d'emploi au Conseil régional d'Île-de-France. Il y a des gens qui étaient Bac+5, qui avaient la particularité de vivre dans des quartiers, qui étaient prêts à accepter un SMIC et un emploi aidé parce que ils sont discriminés, ne serait-ce qu'à cause de leur adresse. Eh bien, je crois que nous avons la responsabilité de leur dire vous êtes des citoyens à part entière. Et c'est ça l'enjeu. D'accord. Henri Guénaud, réponse, Je suis s'il vous plaît. entièrement d'accord avec ça. Je dis simplement, non mais laissez-moi finir. Je vous dis que c'est pas parce que on est dans la difficulté qu'on devient un voyou. Un voyou est un voyou, un voyou est un voyou, et il n'y a pas à savoir s'il est riche ou pauvre. Voilà. Mais il ne devient pas voyou pour des raisons sociales. Pardon, on devient. Mais non, moi je ne peux pas l'accepter. Il peut y avoir. Pardon, non, écoutez, Est-ce qu'on laissez- ne refait pas le débat de... Non, 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 Pardon. Est-ce qu'on ne Non. refait pas le débat de 2002 Non, non. avec Lionel Mais Jospin venant à la Non, télévision parlant non, de naïveté, pas non, naïveté, etc. les causes m'intéressent pas. Un voyou est un voyou, il doit être puni Mais en si, tant moi, que les tel. causes m'intéressent. Non, mais les causes, elles peuvent pas. C'est comme devant Il quelqu'un y a qui est pas- malade, non. c'est la cause qui m'intéresse. Si vous on veut guérir, il faut... Marie-Christine Est-ce que je peux juste en placer. Pardon, vous êtes trois. Excusez-moi, vous êtes trois de la majorité. Nous, il y a 2 personnes de l'opposition. Est-ce que je peux juste en placer une pour avoir une conversation? Voilà, je respecte parfaitement votre point de vue. Ne m'expliquez pas qu'il y a des problèmes sociaux en France. Moi, j'ai été débarqué, limogé par un gouvernement de gauche, M. Jospin en l'occurrence, pour avoir fait en tant que commissaire au plan un rapport où j'expliquais qu'il n'y avait pas 3,5 millions de chômeurs en France, mais 7 millions de personnes à l'époque concernées directement par les difficultés de l'emploi. Donc tout ça, je connais la fracture sociale, je m'en suis occupé, figurez-vous, donc je sais. Mais je ne peux pas, moi, d'où je viens en plus, du milieu social d'où je viens, accepter l'idée que quand on est pauvre et dans la difficulté, il est normal de... Attendez, non mais
Excusez-moi, vous m'entendrez, M. Brauzek. Non, mais c'est pas la peine que vous le répétiez, parce que personne ne le dit. Mais Alors, moi, je suis tout Marie-Christine à fait... Arnautu, Attendez, vous êtes- juste une seconde. Oui, alors, Juste pour qu'on finisse cette oui, oui. conversation, parce qu'elle est Mais intéressante, voilà, cette finissez. conversation. fait pour Vite, oui. l'emploi Elle est- pendant 5 ans. Oh, mais arrêtez. Non, attendez, s'il vous plaît, on ne va pas refaire ce débat-là. On peut, si vous voulez, on prend 1 heure et on regarde ce qu'on a fait pour l'emploi dans la période que nous venons de traverser, dans la crise terrible que nous avons affrontée. Regardez ce qui se passe autour de nous. Et puis peut-être que ça vous remettra les idées en place. Mais juste sur cette question de la sécurité, il ne faut pas faire ce lien. Il faut combattre les injustices sociales. Il faut combattre le chômage. Il faut combattre l'exclusion. Et vous ne trouverez pas de plus fervent combattant sur ces questions-là que moi. Et si la gauche fait des choses intelligentes, eh bien, je l'approuverai. Voilà. Mais Marie-Christine simplement, Arnautu, vous êtes c'est pas très lié, en retard c'est pas dans lié, la parole, c'est s'il pas vous lié au plaît. problème de la sécurité. Voilà. Ça existe la violence du désespoir. Les Henri pêcheurs, quand ils sont désespérés, qui cassent. Bon, ce sont des travailleurs désespérés qui cassent. Mais les voyous dont on parle là, ce sont pas les canuts lyonnais. Voilà. Et donc, il y a un problème d'anomie, il y a un problème de normes, il y a un problème d'éducation. Voilà. oui, mais ce Marie-Christine sont des Arnautu, vrais vous problèmes. êtes Je suis très en retard de temps de parole, donc vous avez la parole. Voilà, sur le Je vais sujet. essayer Merci. de le rattraper, même si apparemment on a mélangé beaucoup. excusez-moi. On Alors- a mélangé beaucoup de sujets là entre la drogue, la violence, les banlieues. Moi, je voudrais prendre, pardonnez-moi, mais enfin, on est un peu chacun en immersion dans nos circonscriptions dans lesquelles nous sommes candidats. Or, moi, à Meaux, j'ai quand même un adversaire politique, un de mes adversaires politiques emblématiques, puisqu'il a été co-responsable de la politique de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire Jean-François Copé. Bon. Je vous parlais tout à l'heure de cette cité Beauval à Meaux. Mais moi, il y a quand même plusieurs choses qui m'interpellent. Parce qu'effectivement, il y a d'énormes trafics de drogue. On connaît les dealers, on ne fait rien. On ne fait rien, personne ne cherche à les arrêter, personne ne cherche... Parce que, je disais tout à l'heure, la police n'a aucune légitimité et ne se sent pas soutenue. Mais au-delà de ça, moi, il y a quand même quelque chose qui me heurte et que je trouve indécent dans cette campagne des législatives. C'est que M. Copé, et ça, c'est écrit dans toute la presse locale, se sert, entre guillemets, de sa femme d'origine maghrébine, Nadia Hamama, pour l'emmener dans les cités, dans cette cité de Beauval, et expliquer que finalement, lui, il veut le vote des Français, parce que ce sont des Français, hein, d'origine maghrébine, et il y a un communautarisme et un client. Oui, mais justement, mais vous trouvez normal, vous, que M. Copé, qui a quand même fait acte de grands effets de manche sur la sécurité et contre le communautarisme, soit le premier à communautariser le vote aujourd'hui, puisqu'il fait le tour des appartements avec sa femme qu'il prend par la main pour expliquer qu'il a besoin de ce vote-là, tout en ayant, et j'en termine s'il vous plaît, tout en n'ayant absolument pas réglé le problème des banlieues. Parce que là où vous avez raison, c'est que moi je les ai vus tous ces gens-là, ils n'ont qu'une envie, c'est être intégrés. C'est être assimilé, c'est travailler. Et on en revient effectivement au problème numéro 1 de l'emploi. Mais qui est responsable du chômage? Qui est responsable de ce manque d'emploi? Vous êtes bien quand même, excusez-moi, mais co-responsable, et ça va s'aggraver. S'il vous plaît. Voilà. Ça va s'aggraver, puisque vous faites, encore une fois, tous, vous voulez, alors certains plus d'Europe, certains une Europe qui va se continuer à être ultralibérale et qui, de toute façon, va continuer à désindustrialiser notre pays. Il faut une Europe des nations, monsieur. Fondée sur la question du développement, de la croissance, de l'emploi et du social. Il faut une Europe fondée sur la coopération entre les nations. Voilà. Et sans ça, vous ne retrouverez jamais l'emploi en France. Oui, attendez. Je trouve l'attaque contre Jean-François Copé, un peu basse, madame. Ben non, elle n'est pas basse, elle est réelle. Elle est malheureusement réelle, c'est un constat. Il ne peut pas sortir de chez lui avec son épouse sans qu'on dise que c'est du communautarisme électoral, Ah non. franchement. Non, voilà, non, là, il a emmené exprès, et je ne vais pas citer le nom des journaux parce que ce serait de faire de la pub, mais je veux dire, ce ne sont pas des journaux du Front National où beaucoup de gens ont été choqués par le fait qu'il emmène son épouse. Il ne l'emmène pas en centre-ville de Meaux, hein. Il ne l'emmène pas en centre-ville de Meaux, qu'il a d'ailleurs profondément délaissé au profit de Beauval. On n'achète pas la paix sociale, Monsieur Guénaud. On n'achète pas la paix sociale à coup de communautarisme. On n'achète pas la paix sociale à coup de clientélisme. Attendez, Non, je suis ni clientéliste ni Malek Bouti, juste un mot de communautariste. réponse pas de vous. par rapport à ce qui vient d'être dit et on passe à le sujet Je suivant. pense que M. Copé non plus. Parce que, voilà. Si, Je vais pas donner si. un mot de réponse par rapport à ce qui a été dit. C'est un débat au sein d'une circonscription. Je voudrais simplement synthétiser la question de la sécurité autour d'un point. Moi, je ne crois pas au débat théorique tel que vous l'organisez comme ça. Je crois que la réalité, elle est la suivante. La délinquance a changé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que je disais quand vous avez fait une erreur de diagnostic. C'était pas une question de valeur, c'était pas une question de posture, c'était pas une question de volonté.
Vous vous êtes trompé parce que vous avez une délinquance qui est moderne, qui s'est organisée et qui a pris un temps d'avance sur les forces de l'ordre, malheureusement. Sur la justice aussi. Et beaucoup d'éléments. Et cette erreur de diagnostic, entre autres, au cœur, il y a évidemment la question de la politique de la drogue qui est au cœur, puisque c'est par la politique de la drogue que ces réseaux sont en train de s'enrichir, se procurent des armes et deviennent puissants. Donc, et créent de la corruption. Donc, parce que c'est vous aussi êtes un pour élément la extrêmement pénalisation. important. Mais on n'évoque pas le débat jusqu'à là, mais je pense en tout cas que Alors, vous devez on va- reconnaître de ce point de vue-là qu'il ne suffit pas Mais les- d'affirmer quelque Non, chose non, pour non, avoir mais des j'en- résultats. j'en- Alors, on va passer au sujet suivant. oui, hein. C'est un débat passionnant, S'il Guénaud. vous plaît. Non, s'il vous plaît. On va Le passer, logement, le exactement, logement, Patrick absolument, le Barouezek, logement. on va passer à un autre sujet qui intéresse, vous le savez, au plus haut point les franciliens, c'est le logement. Et pour poser le contexte, on va d'abord donner quelques chiffres. 400 000 personnes sont en attente d'un logement en Ile-de-France, dont 120 000 à Paris. On construit moins de 40 000 logements chaque année, très loin donc de l'objectif des 70 000 fixé dans le cadre du Grand Paris. Et enfin, pour acheter dans l'ancien, le prix moyen du mètre carré est d'environ 8 400 € à Paris. Des prix qui baissent partout ailleurs en France, Jean-Jacques, mais pas chez nous. Oui, et alors la première mesure qui a été annoncée par le gouvernement, c'est un décret qui va être pris par Cécile Duflot pour encadrer les augmentations de loyers lorsqu'il y aura renouvellement des baux. Francine Bavet, bon, vous êtes un peu en retard de temps de parole, mais ça vous concerne puisque Cécile Duflot est de chez vous. C'est quand même mince comme mesure, en tout cas dans un premier temps, pour deux raisons. D'abord, ça ne joue que sur les renouvellements, donc ça ne concernera pas les gens qui sont en situation dans un logement. Leur loyer ne bougera pas, et en tout état de Elle n'a cause. pas dit que c'était la mesure définitive. Elle a dit que c'est la première mesure, Oui. et elle montre qu'elle ne va pas attendre pour agir, et je pense qu'elle a raison. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas là dans la diminution des loyers, mais dans le fait de freiner leur augmentation. Donc, au bout du compte, ceux qui sont dans un logement paieront toujours la même chose. On freine l'augmentation et on la freine pour les personnes les plus précaires. Parce que vous le savez, ce sont les plus petits logements qui tournent le plus vite. Et donc, c'est ceux qui voyaient l'augmentation la plus rapidement. En réalité, c'était les personnes seules et les étudiants qui faisaient face à cette augmentation des loyers. Donc, elle prend une mesure de précaution, je dirais, et ensuite, elle va présenter une vraie politique d'encadrement des loyers. Voilà. Et il y aura une loi qui suivra et qui aboutira à une baisse des loyers ? Attendez, on ne va pas quand même expliquer que finalement les politiques, parce qu'ils sont de gauche, décident de tous les prix de marché. Hein. On va expliquer que en répondant à la demande, on limitera l'augmentation des prix. Alors, Patrick Barouezek, sur Et donc, il faut construire du logement. Et j'en termine là-dessus, parce que construire du logement, et notamment du logement social, On va y venir, oui. c'est de l'emploi, c'est du pouvoir d'achat, et c'est une politique de limitation du réchauffement climatique. Donc vous le voyez, sauf qu'on voit des alternances c'est une qui se succèdent de gauche et de droite et que ça ne totalement change pas vertueuse. grand-chose. Ah, Patrick Barouezek. Écoutez, je crois que cette mesure, c'est une petite mesure, mais bon, moi, je comprends que pour le moment, ce gouvernement, qui attend de toute manière les élections législatives, ne prenne que des mesurettes, parce que c'est vrai, effectivement, pas des grandes mesures. Mais on est confronté dans cette région Île-de-France à un vrai drame du logement. Et je crois qu'il faut en avoir bien conscience. En tout cas, au sein de Paris Métropole, puisque, comme vous le savez, je préside cette année Paris Métropole, qui réunit 200 collectivités de tous les bords politiques, on s'est attaché à travailler sur ces questions du logement. Parce qu'il faut en finir avec les égoïsmes locaux. Il faut en finir avec des villes qui refusent aujourd'hui de construire du logement, et notamment du logement social. Et il va bien falloir qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'élus, quelle que soit la couleur politique, pour qu'on réponde aux besoins de logement que vous évoquiez. Il y a effectivement aujourd'hui, en Île-de-France, des centaines de milliers de personnes qui vivent dans des situations de logement indécents, soit en cohabitation. Vous savez, je prends toujours cet exemple, parce qu'il m'a marqué. J'ai lu un livre il y a quelques années qui s'appelait « 4 générations sous un même toit » et qui parlait de la Chine. Mais aujourd'hui, dans certaines cités, vous avez 4 générations sous un même toit. Et ça aussi, c'est facteur de violence interne au foyer. Et avec aussi des conséquences dans des violences autres à l'extérieur. Donc cette question du logement, elle est déterminante en région Île-de-France. Il va falloir qu'on s'y attelle, et qu'on s'y attelle en dehors de tout égoïsme local.
Alors, Malek Bouti, pendant la campagne, François Hollande a fait une autre promesse, celle de relever de 25% le seuil de la loi SRU concernant le quota de logements sociaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par faire respecter le seuil des 20%? On y viendra juste après, Henri Guénaud. D'abord, la première chose, il y a, je crois, un certain nombre de choses en Ile-de-France qui sont spécifiques. Je peux parler ou ils ont parlé pour moi? Merci. On est passé à une autre question. On vous donne la parole juste après. Vous avez deux questions, Henri Guénaud. Allez-y, Malek Bouti. Donc la première chose, on doit quand même prendre en compte qu'on a au cœur de l'Île-de-France une capitale et qu'à l'échelle mondiale, il y a une inflation spécifique aux grandes villes, Londres, Tokyo, et que Paris, qui reste encore un peu en dessous mondialement, va voir ses prix continuer à augmenter parce que beaucoup de gens, d'acheteurs du monde, viennent acheter à Paris. Et que donc la question de ce qui se passe hors de Paris est devenue aussi très importante. Donc, ici, hein, il faut pas considérer que c'est irrémédiable. Non, mais il faut que je finisse un petit peu le raisonnement parce que sinon, on peut rien faire. Deuxièmement, vous avez des familles qui ont évolué en France. Les divorces, les familles monoparentales. Les demandes sont plus un logement par famille, mais parfois 2 par famille. 3, vous avez l'inquiétude sociale. Quand les gens pensent, par exemple, qu'ils ne vont pas avoir assez d'argent dans leur retraite, ils investissent où? Dans la pierre, en Ile-de-France, des petits logements, etc., qui font une tension sur le marché. Et enfin, effectivement, la répartition du logement social, qui est un des éléments qu'a évoqué François Hollande. Autrement dit, la mesure qui a été prise et qui a été annoncée par Madame Duflot, qui n'est pas une mesurette, qui est pour moi une mesure importante, qui est un signal très clair au marché, qui est ce n'est pas parce qu'il y a un déficit de logement qu'on doit exploiter les Français jusqu'au bout par les loyers. Et je pense que c'est un message clair. Il y a quand même beaucoup de bénéfices qui ont été faits et qu'à un moment, il y a un plafond. Et deuxième élément, il y a une politique autour du Grand Paris qui va être réfléchie pour recréer un équilibre parce qu'on ne peut pas répondre à la demande de logement que par le logement social. On a besoin aussi d'agir sur le parc privé du logement et d'arrêter cette surinflation qui fait que beaucoup de gens qui ne veulent pas vivre dans du logement social ne peuvent pas vivre dans du logement privé. Henri Guénaud, alors vous allez pouvoir répondre à ce et surtout évoquer pourquoi est-ce qu'on ne construit pas de logements dans la France d'aujourd'hui. Alors d'abord, il y a une spéculation immobilière, elle existe, et pas seulement à Paris d'ailleurs, dans toute l'île de France, mais aussi dans d'autres régions en France. Quand on regarde les chiffres, il y a des régions où le marché est tâtonne, mais il y a plein de régions où cela existe. Il faut dire aussi que la bourse ayant baissé, les autres actifs étant risqués, beaucoup de gens se sont reportés sur l'immobilier, et ça a encore accru la hausse de l'immobilier. Le problème du dérèglement du marché du logement, en France comme dans beaucoup d'autres pays, il n'est pas seulement lié à la politique du logement et au marché du logement lui-même, il est lié à tout le dysfonctionnement du système financier et il faut prendre le problème très, très globalement. C'est un problème compliqué, il faut réformer, on a essayé de le faire, on n'y est pas arrivé encore assez, mais le capitalisme financier, et quand l'économie aura retrouvé un fonctionnement normal, peut-être que le logement retrouvera aussi. Et non, mais il faut quand même regarder les choses aussi de cette manière. Alors, la pire façon de s'y prendre pour moi, je suis désolé, c'est bien de dire, parce que c'est à la fois démagogique et puis parce qu'on ne sait pas comment en sortir après, c'est de dire je bloque. Voilà. Parce qu'on peut se dire aussi l'économie ne fonctionne pas, il y a des licenciements, j'interdis les licenciements, j'interdis les délocalisations, je bloque les prix. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est la pire façon de s'y prendre. Voilà. Je crois qu'il faut vraiment, il faut construire. Mais si vous voulez construire, il ne faut pas construire que du logement social. Il faut aussi que ça soit rentable. Donc, si le foncier est très élevé, mais que le loyer est très faible, eh bien les gens vont plus construire. Alors justement, Henri Guénaud, pour c'est construire, pas la bonne solution. Francine Bavet, vous êtes légèrement en retard en temps de parole. Pour construire, est-ce qu'il faut que l'État mette à la disposition des terrains qu'il possède, des terrains en friche? Et si oui, est-ce qu'il doit le faire gratuitement? Je crois que le problème, c'est pas le manque de terrain. Le problème, en Ile-de-France, quand même un peu. C'est pas vraiment. Je crois que le problème, c'est la volonté de construire et, en effet, définanciariser l'approche de l'économie. Donc, je pense qu'il nous faut une banque publique ou que la Caisse des dépôts et consignations se reconcentre sur sa mission historique pour construire du logement. Mais je crois qu'il ne faut pas se limiter à la construction de logements. Il faut réhabiliter les logements anciens de manière à remettre sur le marché des logements qui sont aujourd'hui inoccupés en grand nombre. Ça coûte cher, mais ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité, ça crée du pouvoir d'achat puisque ça fait baisser les charges en général. Et donc, vous le voyez, il faut une politique globale, un portefeuille d'action en matière de logement. Marie-Christine Arnautu, vous vouliez réagir?
Oui, parce que moi je pense que cette idée d'encadrement des loyers est vraiment une mauvaise idée. D'ailleurs, j'écoutais Madame Duflot ce matin sur une chaîne concurrente et elle n'a pas répondu à la question qui lui a été posée sur la réquisition des logements vacants. Ça, elle n'a pas voulu répondre ou elle n'a pas répondu. Moi, je crois qu'il y a quand même un danger avec cette loi qui est afférent aux petits propriétaires, qui effectivement louent souvent à des prix d'ailleurs qui ne sont pas des loyers normaux et qui risquent pour le coup de retirer leurs biens du marché ou bien de se retrouver dans des loyers payés au noir. Moi, je crois qu'il faut voir la chose différemment. En ce qui concerne le logement social, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire. On en a déjà parlé ici, c'est-à-dire une refonte des aides au logement, une transparence, la priorité nationale. Je suis désolée, mais ça fait partie aussi de nos propositions. Et puis quand même, ne pas complètement dénigrer la facilité d'accéder à la propriété. Nous avons proposé, et nous proposerons à l'Assemblée nationale aussi, d'aider les personnes, par exemple, qui sont dans un logement social depuis 10 ans. Eh bien, on peut leur donner des aides fiscales pour acheter leur logement. On peut faire un accès premier logement à la propriété pour les jeunes. Voilà, un pays. Et puis, surtout, j'allais dire, revoir l'aménagement du territoire aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout est concentré dans les grandes villes. Donc, il faut avoir une vision globale du territoire national en matière de logement. Parce que c'est vrai que cette situation aujourd'hui est insupportable du mal logement. Patrick Braouzek, est-ce qu'il faut réquisitionner les logements? 48, la Henri Guénon, vous êtes très en avance de temps de parole. Dans un instant, Patrick Braouzek. qu'on n'a jamais vu. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut prendre des mesures radicales? Et par exemple, est-ce qu'il faut réquisitionner les appartements vides, vacants? Et la deuxième chose, est-ce que l'État doit donner des terrains, les terrains qu'il dispose de la SNCF, etc.? Je pense qu'on ne peut pas avoir une réponse soit positive ou négative à la réquisition. D'abord parce qu'il y a des petits propriétaires qu'il ne faut pas spolier. Mais par contre, on a, par exemple à Saint-Denis, réquisitionné des logements appartenant à la Poste qui étaient vides depuis des années. Et on y a logé effectivement des familles nécessiteuses de Saint-Denis. Donc je crois qu'à certains moments, il faut effectivement avoir le courage politique de dire ça ne va pas. Voilà. Il ne s'agit pas de spolier ensuite des petits propriétaires. Puis la deuxième chose, c'est, je rejoins ce que disait Francine Bavet, on a besoin d'outils, et d'outils efficaces par rapport à cette question du logement. L'outil, c'est la Caisse des dépôts et consignations, lui redonner son premier rôle, qui est effectivement l'aide à la construction de logements. Un outil foncier, parce qu'il n'y a pas, c'est pas irrémédiable. Hein, on voit bien que ça ne va pas à hauteur des enjeux. Oui, mais on en a un au niveau régional. Mais on en a un au niveau régional et il fait déjà un beau travail. Mais si on avait un outil foncier national, la FTRP a joué ce rôle-là pendant très longtemps. Mais on a besoin aujourd'hui d'un outil foncier qui permette de lutter contre la spéculation foncière et qui permette de redonner au public, à la force publique, la possibilité de pouvoir construire. Dernière chose. Je ne peux pas entendre, moi, la priorité nationale par rapport à cette question du logement. Parce que nous avons aujourd'hui des ressortissants de tous les pays qui vivent en France, qui ont fait la richesse de cette France. Moi, j'ai encore vu sur le marché ce matin des gens qui sont là depuis 40 ans, qui ont leur nationalité algérienne ou marocaine ou peu importe. Mais pourquoi n'aurait-il le droit de vivre décemment dans notre pays? Monsieur Braouzek, c'est pas la peine de vous indigner, parce que je peux m'indigner. Mais non, mais vous savez trop bien, ça c'est la fausse indignation. Mais pas du tout. Je veux dire, moi, ce qui m'indigne davantage, les électeurs savent que c'est pas de la fausse indignation, ils le savent. Ce sont les familles monoparentales, ce sont les mères de familles nombreuses, ce sont les handicapés, ce sont les personnes, les seniors, comme on dit. Vous n'avez pas d'étrangers monoparentaux, vous n'avez pas d'étrangers handicapés? Oui, mais non, mais... Et alors, écoutez, moi je regrette, si, il y en a effectivement, mais entre une personne de nationalité française, quelle que soit son origine, et un autre, eh bien je donne la priorité, ce qui ne veut pas dire exclusion, je donne la priorité à la personne de nationalité française et je l'assume parfaitement. S'il vous plaît, Malek Bouti, il y a une loi qui s'appelle la loi Dallot, qui est d'une application ou compliquée ou qui ne marche pas. Est-ce qu'il faut la maintenir et est-ce qu'il faut garantir son application par un système? Et donc, est-ce que la gauche va la garder? Je ne pense pas que la gauche ait prévu d'annuler la loi Dallot, en tout cas dans le sens où c'est une loi, il faut le rappeler pour les téléspectateurs, qui consiste à pouvoir opposer, quand il y a des temps trop longs de traitement de son dossier, le fait qu'il n'a pas été traité. Quand vous voyez des gens qui ont fait des demandes et qui, au bout de 10-11 ans, n'ont toujours pas la moindre réponse, alors que d'autres ont 1 an
l'ont obtenu. Il y a quand même parfois le droit d'avoir un minimum de transparence. Ça peut être amélioré. Mais ça a été évoqué tout à l'heure et il y a une réalité dans les deux sujets qu'on a traités dans cette émission. Parce que le traitement d'un territoire, c'est une cohérence, c'est pas que des mesures techniques. On a évoqué tout à l'heure l'enjeu de la sécurité et du vivre ensemble. Qui ne voit pas que, par exemple, en Île-de-France, là où les prix sont chers, c'est là où on vit le mieux. Et que là où la violence s'est développée, où les choses se dégradent, par contre, il n'y a pas de crise immobilière. Il y a au contraire un abandon parfois des appartements, des situations. Et que le fait de retrouver une cohérence sociale, une cohérence de la vie en commun, d'équipement de services publics, de transport. Aujourd'hui, le prix, c'est deux choses essentielles pour... en Ile-de-France, le francilien, il a deux critères. La carte scolaire et la ligne de transport. C'est ça qui fait le prix aujourd'hui de l'immobilier. Donc, il y a plusieurs moyens, mais je pense que là, l'affaire du Grand Paris devient un enjeu extrêmement important au sens, il ne s'agit pas d'agrandir Paris, mais il s'agit de donner une cohérence territoriale assez importante. Moi, je pense qu'il y a urgence à réviser le Grand Paris, puisque vous avez compris qu'on est en train de faire de la cavalerie. Pour faire un système de transport express évalué à 35 milliards d'euros, on dit qu'on va augmenter le prix du terrain et donc du logement pour arriver à le financer. Et donc, les gens, on attendra pour construire du logement. Donc je crois qu'il faut prendre les choses à la racine et maintenant et prendre des décisions non pas pour dans 10 ans, une fois que le Grand Paris serait construit, mais donner une vraie priorité au logement. Et je pense que la loi Dallot, oui, qui fait du logement un droit opposable, dans son principe doit être élargie même, je dirais, à la question de l'emploi, faire de l'emploi un droit opposable. Mais on voit bien qu'il ne suffit pas d'affirmer des droits pour qu'il entre dans le réel. Et l'enjeu, c'est donc de construire suffisamment pour loger toutes les personnes qui attendent désespérément un logement, et notamment aussi de l'hébergement pour toutes les personnes qui sont en difficulté. On arrive presque à la conclusion, donc je vais vous demander de répondre un peu plus vite, et puis après on vous donnera la parole les uns après les autres. Oui, Henri Guénaud, vous vouliez répondre sur le logement. La loi Dallot, j'ai été un de ceux qui ont le plus poussé pour qu'on fasse ce droit opposable au logement. Il se trouve, je pense qu'on ne l'a pas bien fait, et qu'en tout cas il faut tirer les leçons. L'idée c'était au départ de dire, les collectivités ont 10 ans pour se mettre en mesure de répondre, et à ce moment-là c'était une incitation à construire, et puis on pouvait aider les collectivités à le faire. Je pense qu'il faut revoir la loi Dallot. Il aurait fallu que vous soyez plus convaincant en direction des maires. Non, mais vous aviez la responsabilité au niveau politique, monsieur Guénaud. Oui, mais qui ne construisent pas. Bon, je le sais, mais simplement il faut revoir la loi Dallot, c'est une évidence, mais le principe d'un droit opposable, à condition qu'on mette les collectivités en mesure d'y répondre, me paraît une bonne idée. Telle qu'elle est aujourd'hui, ça ne marche pas. Deuxièmement, le Grand Paris, j'en étais l'un des initiateurs, et c'est donner de la cohérence au territoire dans la région Île-de-France, et pas seulement d'ailleurs, tout autour dans le grand bassin parisien. C'est l'enjeu du Grand Paris. Pardon, j'ai une petite divergence avec vous, mais on ne peut pas dire il y a le logement d'abord, c'est tout ensemble. Parce que si vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller travailler... Non, mais c'est en même temps, mais c'est un énorme chantier. Il faut le faire avec les élus. Les élus ne sont pas toujours d'accord, de droite ou de gauche d'ailleurs. Il faut le faire avec tout le monde. Voilà. Marie-Christine Arnautu, c'est un énorme chantier. C'est vous qui avez la parole. Donc sur le problème du logement, merci. Écoutez, je crois que le débat prouve que sur le problème du logement, sur le problème de la sécurité, sur le problème de la drogue, sur le problème de l'emploi, la France part quand même un peu en déliquescence. Alors on a eu des années de gouvernance UMP et de PS d'ailleurs dans toutes les collectivités, régionales, générales, mairies. Il n'y a toujours pas de logement, il n'y a toujours pas d'emploi, il y a toujours de l'insécurité. Donc, en termes de logement, mais écoutez, avec le Grand Paris, moi, vous me faites quand même rire parce qu'on en a assez parlé à la région. Oui, personne ne sait comment ça va être financé, sauf à coup d'impôts supplémentaires. Donc voilà, je crois que stop le Grand Paris, arrêtons de rêver, prenons des mesures pour tout de suite, là, maintenant. Alors, il nous reste plus que quelques minutes d'émission. Je vous propose de faire un dernier tour de table. 30 secondes pour chacun pour conclure, nous donner vos priorités en tant que candidat, peut-être, de futurs députés. Francine Bavet, vous avez un tout petit peu de retard de temps de parole. Allez-y. Alors, on n'a pas parlé des transports. Il y a 400 000 personnes qui passent plus de 2 heures dans les transports. Il faut faire quelque chose et il faut le faire rapidement et pas attendre 10 ans et le Grand Paris. On pourrait très bien créer très vite des lignes de bus. On n'a pas parlé du réchauffement climatique. On pourrait là encore créer de l'activité. Donc, vous le voyez, l'enjeu
je crois, c'est de répondre aux Français. Ils nous ont dit leur priorité c'est l'emploi. Donc, en mettant la priorité là-dessus, eh bien, je crois qu'on résoudra le problème de l'accès aux besoins fondamentaux. Et ça passe aussi par la santé. Et ça passe par le service public, je crois. Patrick Braouzek, un mot de conclusion. Priorité à l'emploi, oui, bien sûr, mais à l'emploi diversifié, aussi à l'économie sociale, l'économie solidaire. Priorité à l'éducation et à la formation et à la jeunesse, parce que c'est l'avenir de notre pays et que si on ne prend pas des mesures dans le domaine de l'éducation et de la formation de cette jeunesse, eh bien, on se prépare des mauvais jours. Priorité aussi à de nouveaux droits qui impliquent de nouveaux devoirs. Alors, les droits et les devoirs, pour moi, sont intimement liés, mais des gens qui sont privés de tous les droits, il y en a beaucoup, notamment le droit au logement, par exemple, ou le droit à l'emploi. Eh bien, ça fait effectivement des gens insatisfaits et des gens qui ont finalement, vis-à-vis de la société, des mauvais penchants. Et puis, juste une petite dernière chose, la question du pouvoir d'achat, parce qu'il faut qu'on prenne tout de suite des mesures pour relever effectivement le SMIC, pour relever les bas salaires et les retraites, les basses retraites. Moi, j'avais encore des retraités qui aujourd'hui disaient « on ne peut plus payer nos loyers ». Marie-Christine Arnautu, un mot de conclusion. C'est pas une élection cantonale, c'est pas une élection municipale, c'est une élection législative à l'importance majeure. Donc j'en appelle, moi, à la participation des électeurs pour une véritable opposition nationale, c'est-à-dire qu'ils amplifient le score de Marine Le Pen au présidentiel et qu'ils s'offrent le luxe d'avoir des avocats qui défendront la souveraineté nationale avant l'allégeance à l'Europe de Bruxelles, par exemple. Malek Bouti, c'est à vous. Moi, je crois que le désordre économique et social a entraîné un grand désordre dans la société, que c'est un mouvement qui est très profond, qui ne date pas d'il y a quelques mois, de quelques semaines. Ce n'est pas une crise, ça va au-delà. Je crois qu'il y a une volonté des Français de retrouver un ordre républicain dans le pays, quelque chose de fort autour de nos valeurs républicaines, autour de l'éducation qui est sa base, autour d'une cohérence républicaine, autour d'un droit à vivre ensemble. Et je crois que les députés qui vont être élus à l'Assemblée nationale, en tout cas pour le Parti socialiste, ont la vocation à aider François Hollande, qui va réussir parce qu'il n'a pas fait un catalogue de tout et de n'importe quoi. Il est sérieux, il est cohérent, il est sur son chemin. Et je crois que cette cohérence politique, on en a besoin pour réussir le quinquennat et pour enfin sortir des débats théoriques et pratiquement voir la France républicaine de retour. Henri Guénaud, un mot de conclusion. Oui. Comment assez court. Comment pourrais-je ne pas espérer voir le retour de la France républicaine et de la République du mérite qui m'a tout donné? Mais c'est pas avec le blocage des loyers, c'est pas avec 150 priorités, c'est pas avec des mesures de court terme qu'on va y arriver. C'est un travail de long terme, c'est un travail construit sur des valeurs conscientes, clairement affirmé et qui se jouera dans la durée. Le désordre, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est tout le monde, dans tous les grands pays développés, pendant des années, le désordre en Europe, le désordre dans la mondialisation. Merci. Ça va prendre du temps. Voilà. Merci, c'est le mot de la fin, Henri Guénaud. Merci beaucoup à vous tous. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, nos invités, pour la qualité de ces échanges. Merci à vous de nous avoir suivis.